Une femme disparaît sans laisser de traces. Seule Miss Marple soupçonne un acte criminel. Bienvenue dans Détective Eternos, je suis votre hôte Aloïs. J'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Lire vos commentaires est mon moment préféré de la journée. Maintenant, commençons. Stepetrov's Green vivait l'un de ses plus beaux après-midi de printemps, de ceux qui rendent les poètes sentimentaux et les vieilles filles un peu trop roses. Le village baignait dans un soleil chaud, les lilas fleurissaient avec une assurance déraisonnable, et Madame Mary Appleton, présidente du Garden Club, avait veillé à ce qu'aucun sandwich au concombre ne soit mal enroulé. C'était le thé annuel du Garden Club, organisé dans le jardin du presbytère, avec ses dalles irrégulières et ses haies de buis bien taillées, et l'événement avait tous les attributs d'une réunion mondaine charmante, quoique légèrement ambitieuse. Mademoiselle Jane Marple était assise à une modeste table en fer forgé près de la haie du fond, sirotant un thé un peu trop amer et observant le monde avec son intensité délicate habituelle. Ses gants de dentelle, légèrement jaunis par le temps, reposent à côté de sa tasse, et son cardigan rose tendre était parfaitement assorti à la saison sans laisser paraître qu'elle en faisait trop. La vieille dame aurait pu paraître banale à un observateur non averti. La plupart des villageois oublièrent sa présence jusqu'à ce qu'elle pose une question qui les laissa curieusement exposés. Près du treillis de rosiers, l'agent Hilaire tentait de mener une conversation avec deux veuves, toutes deux déterminées à discuter de la goutte de sa mère. Un homme mince en gilet de poule, Monsieur Louis Finch, montrait comment équeuter correctement les dahlias, bien que personne ne les demandait, et Madame Agatha Glenross, épouse du magistrat local, ignorait ostensiblement son mari, qui avait visiblement trop apprécié le Bordeaux au déjeuner. L'atmosphère commençait à peine à retrouver son rythme habituel de surenchère polie, lorsque la jeune Nora Bradford fit irruption par le portail, son chapeau de paille à large bord de travers, et une lueur de terreur pâle dans le regard. « C'est qu'il est parti ?» s'écopa-t-elle, si mes démons de rose Denning est parti, je ne le trouve nulle part. Oh, Féla Battable la plus proche de Miss Marple s'arrêta en plein milieu. Les conversations retombèrent dans un silence gêné. Même Madame Appleton, qui défendait la supériorité de ses digitales, hésita. Le nom de Monsieur Denning résonna dans le jardin comme un caillou tombé dans un étang calme. « Parti » répéta Madame Glenross, sa voix portant cette note particulière d'incrédulité bourgeoise. « Que voulez-vous dire par ces partis, Sep ?» Nora s'agrippa au bord d'une chaise branlante, essoufflée. Il était parti pour sa promenade de l'après-midi, sur le sentier poussiéreux comme toujours, et il n'était pas revenu. Cela faisait des heures. J'ai fouillé les bois, le chemin, même son atelier. Ça ne lui ressemble pas. Quelque chose ne va pas, quelqu'un a posé une tasse de thé trop fort. Elle a tinté contre la soucoupe comme une alarme. Monsieur Denning, l'horloger du coin, homme aux habitudes strictes et exigeantes, n'était pas du genre à s'éloigner sans un mot. Célibataire de 58 ans, doté d'une longue mémoire et d'un tempérament irascible, il était aussi prévisible que les mécanismes qu'il aimait tant réparer. C'est que j'ose dire qu'il a simplement eu son tour, proposa le révérend Strode en se levant maladroitement de son fauteuil en osier. Ces après-midi chauds, vous savez, une insolation peut être assez déroutante. Oh, Miss Marple ne dit rien. Elle observa Nora Bradford, les doigts tremblants de la jeune femme, la façon dont son regard se posait sur le portail du verger, et le silence presque perceptible où elle avait annoncé avoir fouillé l'atelier. Personne ne remarqua Miss Marple relever sa tasse, mais elle sirota pensivement, le regard bleu lointain. Monsieur Denning avait disparu, et quelque chose dans le village venait de bouger, comme le poids caché derrière le tic-tac d'une horloge qui se décalerait soudainement.
Le choc de la disparition de M. Denning s'installe sur Seth Petrovs comme un brouillard bas, celui qui ternit les couleurs et aiguise les murmures. Au crépuscule, la garden party s'était transformée en un nettoyage peu enthousiaste, les derniers gâteaux aux amandes étant rangés, et les chaises repliées avec beaucoup moins d'enthousiasme qu'à leur installation. Madame Appleton avait passé près d'une heure à déclarer que jamais rien de tel ne s'était produit depuis toutes ces années à organiser des réceptions mondaines. Nora Bradford avait été conduite à l'intérieur du presbytère pour s'asseoir avec une tasse de thé sucré, ses tremblements encore visibles. Elle avait refusé qu'on l'aide à rentrer chez elle, insistant sur le fait qu'elle attendrait encore un peu au cas où il se présenterait. Madame Marple restait dans l'ombre comme toujours, surpris à plusieurs reprises le regard de la jeune femme se diriger vers le sentier qui menait derrière le cimetière, celui-là même où M. Denning avait coutume de faire sa promenade quotidienne. La nouvelle se répandit et le caractère du village changea. Sappho Petrock, habituellement un modèle de politesse et de routine anglaise, s'agita avec inquiétude. Des visages apparurent aux fenêtres, scrutant à travers les rideaux de dentelle avec une curiosité non dissimulée. Des voisins qui échangeaient rarement plus qu'un salut matinal furent soudain surpris en train de bavarder en groupe aux portes des jardins et par-dessus les murs de pierre. Les enfants furent appelés à l'intérieur un peu plus tôt, les chiens tenus en laisse plus étroitement. Le lendemain matin, une équipe de recherche fut rapidement organisée, non pas par la police, qui semblait encore incertaine quant à la réalité d'un crime, mais par les villageois eux-mêmes. La disparition de Denning avait fait des vagues, et personne n'appréciait l'idée de questions sans réponse subsistant sous la surface. L'agent Hiller mène les recherches. Homme compétent, quoique un peu trop dépendant des procédures officielles, il rassembla 10 volontaires, les répartit en binôme, et leur demanda de ratisser les environs cep le sentier poussiéreux lui-même, le bois adjacent, les champs au-delà de la ferme d'Oldaï, et le ruisseau peu profond qui bordait l'extrémité du village. La maison de M. Denning fut également inspectée. Elle se dressait proprement et carrée à la sortie du village, avec un vieux châtaignier ombrageant le jardin de devant, et un portail qui grinçait de façon inquiétante à l'ouverture. L'intérieur était aussi méticuleusement rangé qu'on l'attendait d'un horloger. Son atelier, une dépendance basse en briques derrière la maison, était bordé de minuscules tiroirs étiquetés avec soin sepfis, ressorts, rondelles, goupilles. Chaque chose était à sa place. Aucune trace de lutte, aucune chaise renversée ni objet manquant. Sa canne était restée à sa place habituelle près de la porte. C'était peut-être le détail le plus troublant. Fille liamment, il ne partait jamais sans elle, si dit Nora doucement, lorsque l'agent de police la lui demanda. Elle se tenait sur le seuil, les bras autour d'elle. Même les jours ensoleillés, il plaisantait en disant que c'était plus pour l'apparence que pour le soutien, mais il la prenait à chaque fois. L'agent Hiller se frotta la nuque, incertain. Peut-être avait-il changé d'habitude. Il pensait ne pas en avoir besoin cette fois-ci. Nora esquissa un sourire creux. Pas M. Denning. De retour au cœur du village, les bavardages redoublèrent. La postière Madame Littleton était convaincue qu'il s'agissait d'une amnésie provoquée par la chaleur. « C'est arrivé à ma cousine en Cornouailles, dit-elle avec une grande autorité. Elle a erré pendant 3 jours et est arrivée dans le Devon sans savoir qui il était. Monsieur Finch, l'amateur de dahlias, a émis l'hypothèse que Denning s'était enfui avec une amante secrète. On ne sait jamais avec ces solitaires, murmura-t-il en arrosant ses massifs avec plus d'ardeur que d'habitude. Des eaux stagnantes et tout ça. Pendant ce temps, le boucher, M. Doyle, était convaincu que cela avait un rapport avec cette satanée guerre, même si personne ne parvenait à déterminer de quelle guerre il parlait.
J'ai toujours dit qu'il avait une certaine gêne, déclara Doyle. Le genre d'homme qui en a trop vu et qui fait trop peu confiance. Croyez-moi, des espions, ou pire. Les spéculations étaient aussi variées qu'infondées. Seule Miss Marple, assise de nouveau dans son salon de Church Lane, une dentelle sur les genoux, se surprit à s'attarder non pas sur les théories, mais sur les petits faits d'ignorer, la canne, l'atelier, les joues rouges et les regards inquiets de Nora Bradford. Miss Marple n'était pas du genre à se laisser aller à des idées fantaisistes, mais elle croyait profondément au comportement, à la façon dont les gens se comportaient quand personne ne regardait, et aux indices subtils qu'ils laissaient derrière eux lorsque quelque chose clochait. Cet après-midi-là, elle reçoit une visite inattendue. Cette Miss Marple Nick, dit l'agent Tiller en se dandinant maladroitement sur le pas de sa porte. Sepp, je sais que vous avez le don de remarquer les choses. Sepp, j'ai doucement. Sepp, j'essaie d'observer. Agent, on rate tant de choses de la vie quand on ne le fait pas. Sepp, bien, je pensais que vous aviez entendu quelque chose, ou remarqué un comportement étrange. Les villageois s'agitent. Miss Marple l'invita à prendre une tasse de thé bien infusé, pas le thé faiblement infusé de la garden party de la veille, et l'écouta raconter l'avancement des recherches. Lorsqu'il mentionna l'atelier, elle se redressa légèrement. Sepp, et vous êtes bien sûr que rien n'a été dérangé, pas que je sache. Tout est en place, même une horloge de voiture à moitié terminée sur son établi. Sepp, des outils disposés comme il faut. C'était, disons, étrange. Miss Marple remuait lentement son thé. Sepp, avez-vous vu le registre? Sepp, demanda-t-elle. Le registre? Oui. Denning gardait un petit livre vert dans le tiroir en haut à droite de son établi. Il y notait toutes ses commandes, ses rendez-vous, ses clients, ses paiements. Il me l'a montré un jour quand je lui ai demandé des nouvelles d'une montre de poche cassée. Tiller a cligné des yeux. Non, je n'ai ouvert aucun tiroir. Vous pourriez peut-être la regarder dessous à Dieu, dit-elle doucement. Sepp, et s'il n'y est pas, peut-être que cela vaudrait la peine d'être noté. Sepp, l'agent hocha la tête, griffonnant déjà un mot. Après son départ, Miss Marple s'assit tranquillement près de la fenêtre, observant le sentier qui serpentait doucement autour du cimetière et disparaissait entre deux ormes. Le sentier poussiéreux, comme on l'appelait, un nom pittoresque pour un endroit où les chaussures étaient boueuses en hiver et couvertes de poussière en août. Mais c'était plus qu'un sentier de randonnée, c'était un fil qui reliait subtilement les vies. Denning, Nora Bradford, le jeune Peter Ashby qui livrait le journal par ce chemin chaque matin, et même Miss Marple elle-même les rares jours où elle faisait ses promenades constitutionnelles. Tant de pas ont parcouru ce chemin. Aucun n'était revenu. Elle posa son thé et retourna à sa dentellerie. Ses mains bougeaient avec assurance, mais son esprit vagabondait. Les gens laissaient des indices non seulement par leurs actions, mais aussi par leurs évitements. Et quelqu'un à sa touche, Petrovs commençait à soupçonner, avait quelque chose qu'il tenait absolument à garder secret. Le soleil baissait sur les collines, et les ombres le long du sentier s'étendaient longues et sombres. Demain elle fera une petite promenade à son tour. Le lendemain matin de la visite de l'agent Tillier, Miss Marple se leva résolument. Le parfum des glycines en fleurs flottait par la fenêtre de sa chambre, se mêlant au chant lointain des merles et au léger tintement des bouteilles de lait sur le perron. Elle prit son temps pour s'habiller, choisissant une jupe en tweed sage et un chapeau de paille orné d'une modeste grappe de violettes, le genre de tenue qui ne suggérait rien de plus qu'une dame en quête d'une promenade tranquille. Après un petit déjeuner léger, un œuf à la coque, des toasts et une demi-tasse de thé, elle prit sa canne, dont elle avait parfois besoin,
même si elle préférait ne pas en faire tout un plat, et sortit dans la douce animation de Seppelgate, Petrox. Le village, malgré son charme, était tendu sous la surface. Les ruelles pavées grouillaient de conversations murmurées, la plupart s'interrompant ostensiblement au passage de Miss Marple. Les fenêtres tremblaient, les portes s'ouvraient avec cette lenteur particulière qui indiquait que quelqu'un espérait entendre plutôt que de sortir. Miss Marple saluait chacun d'un signe de tête aimable et demandait de temps à autre des nouvelles de sa goutte, de ses roses ou de sa nièce turbulente. Elle comprenait bien que le meilleur moyen d'apprendre n'était pas de poser des questions sur la chose elle-même, mais de laisser la conversation tourner autour d'elle comme un chat prudent. Sa destination, bien que jamais annoncée, était claire dès le départ. Le sentier poussiéreux. Tout commençait juste après le portail du cimetière, à l'orée du cimetière, une étroite bande de terre usée bordée de cerfeuils sauvages et d'orties. Pour un œil non averti, ce n'était qu'un chemin de campagne comme les autres. Mais Miss Marple connaissait les rythmes subtils de la vie à la campagne. Les sentiers n'étaient pas de simples espaces physiques, c'étaient des histoires racontées par les pas, des routines gravées dans le sol. Elle marchait lentement, la canne battant rythmiquement à ses côtés. Le sentier serpentait doucement à travers les arbres, où la lumière tamisée vacillait comme un code morse silencieux. On entendait le chant des oiseaux, le bourdonnement des abeilles dans les haies, et le craquement occasionnel d'une brindille sous les pieds. Mais aucun signe de M. Denning. Juste avant que le sentier ne se divise en deux, l'un menant au ruisseau, l'autre s'enfonçant plus profondément dans les bois, Miss Marple s'arrêta. Là, nichée parmi les ronces, elle remarqua une petite zone piétinée, comme si quelqu'un s'était précipité hors du sentier. Une fougère cassée, une éraflure dans la terre, rien de dramatique. Rien qu'on ne remarquerait à moins d'avoir passé autant de temps qu'elle a observé les pieds des gens. Elle s'approcha et se pencha, sa main effleurant le bord d'un emballage de bonbons froissés. Une goutte de poire, pensa-t-elle. Monsieur Denning avait un faible pour les bonbons à l'ancienne, un fait qu'il avait un jour confié lors d'une conversation sur les mérites du sucre d'orge. Elle se redressa lentement, pas une preuve accablante, certes, mais étrange, car si M. Denning avait été là, pourquoi s'écarter du chemin, et plus curieusement, pourquoi ne laisser aucune trace de son retour? Ses pensées furent interrompues par un bruit de pas rapide, léger et incertain. Mademoiselle Marple, c'était le jeune Peter Ashby, tout en coude et genoux écorchés, sa casquette de travers, et le visage rouge d'effort. Maman dit que tu marches seul, et que ce n'est pas prudent pour l'instant, dit-il, essoufflé. Elle m'a dit de te retrouver et de te raccompagner comme il faut. Mademoiselle Marple sourit, touchée, comme c'est gentil de sa part. Mais je t'assure, Peter, que j'en suis tout à fait capable. Si vous acceptiez d'accompagner une vieille dame, je vous serais reconnaissant de votre compagnie. Le garçon rayonnait. Oui, madame. Ils firent demi-tour et retournèrent vers le village, la conversation douce et sinueuse. Elle s'enquit de ses études, de son match de cricket, et finalement sans la moindre intention, de sa tournée de distribution de journaux. 7. Je voyais souvent M. Denning, dit Peter, le regard fixe. Il hochait toujours la tête, il ne disait jamais grand-chose, mais il était là réglé comme une horloge. Et le matin il a disparu, demanda Miss Marple, comme si elle venait de se souvenir. Le garçon fronça les sourcils. Il ne l'avait pas vu, mais je me souviens de Nora. Miss Bradford, elle était devant, l'air nerveux. Je lui fis signe de la main. Elle ne me rendit pas son salut. Miss Marple nota mentalement, non pas le fait en lui-même, mais la façon dont Peter l'avait dit, avec la clarté précise d'un garçon qui remarque l'inhabituel.
Lorsqu'ils atteignirent Church Lane, elle avait remercié Peter 2 fois, et lui avait donné un bonbon à la menthe poivrée sorti de son sac à main. Puis, se glissant discrètement dans sa chaumière, elle s'assit près de la fenêtre, et commença à écrire une liste dans son petit carnet. Question à se poser cette heure. Pourquoi M. Denning partait-il sans sa canne thé? Qu'avait-il à faire ce jour-là? Des rendez-vous prévus 7. Qu'est-ce qui a tant alarmé Nora Bradford T? Était-ce simplement de l'inquiétude T? Que manque-t-il à l'atelier? S'il manque quelque chose c'est... Elle réfléchissait encore à ces questions lorsqu'on frappa à sa porte. C'était Madame Appleton, agitée et le visage rouge. « Jeanne, je sais que c'est un peu trop insolent de ma part, mais je viens de parler à Nora Bradford, et bon, elle n'est plus dans son élément. Elle dort à peine, la pauvre. Je me dis, bon, ce n'est peut-être pas mon rôle, mais je me demande si elle était tendre avec M. Denning. » Mademoiselle Marple pencha la tête. Ils étaient proches 7. Elle l'aidait souvent, lui apportait à manger, faisait des courses. Certains disaient que ce n'était pas convenable, mais il était toujours un gentleman. Mais vous savez comment les gens parlent. Mademoiselle Marple hocha la tête, classant un autre sujet. Et M. Denning avait-il des ennemis? S'exclama Madame Appleton. Pas plus que n'importe quel homme à la langue bien pendue, et à l'orgueil obstiné. Il ne supportait pas les imbéciles, et n'appréciait guère qu'on lui doive de l'argent. J'ai entendu dire que lui et M. de John, le charpentier, s'étaient disputés la semaine dernière à propos d'une horloge qu'il avait réparée. C'était nouveau. M. de John était connu pour son savoir-faire et son caractère irascible. L'idée d'une querelle entre deux hommes si exigeants dans leur métier m'intriguait. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple se rend au presbytère sous prétexte de livrer de la gelée de coin à Madame Strode. La femme du pasteur était ravie, et tandis qu'elle allait chercher les bocaux vides de l'année précédente, Mademoiselle Marple observait tranquillement la vue depuis la fenêtre de la cuisine. Elle donnait sur un étroit sentier qui longeait le verger, et qui rejoignait le sentier poussiéreux à une centaine de mètres. De là on pouvait voir si l'on observait qui entrait ou sortait du sentier. Elle se tourna vers Madame Strode, tandis que la femme lui tendait les bocaux. « Avez-vous vu quelque chose d'étrange le jour où M. Denning a disparu ?» La femme du pasteur pensa les lèvres. « Maintenant vous le dites. J'ai vu quelqu'un remonter du chemin en milieu d'après-midi. Je n'y ai pas prêté attention. Je n'ai eu qu'un aperçu. C'était ce M. Denning, pas plus jeune, un homme en manteau sombre. Impossible de distinguer le visage. Il marchait vite, la tête basse. Mademoiselle Marple hocha lentement la tête. Un autre fil. Elle rentre chez elle avec un murmure de réflexion. La promenade de la journée avait apporté plus que prévu. Des éraflures sur un sentier, un emballage de bonbons, une jeune femme nerveuse, un registre manquant, peut-être, une dispute. Et maintenant un homme en peau sombre apparaît là où personne ne devrait être. Pas encore de conclusion. Mais une forme se formait, comme une silhouette floue derrière un rideau de dentelle. Il ne lui manquait que la bonne lumière. Et Mademoiselle Marple, étant ce qu'elle était, avait l'intention de la trouver. Cela faisait 2 jours que M. Denning avait disparu, et la douce cadence de la vie à Saint peut trop continuer, mais avec une fausse note. Le courrier du matin arrivait encore, les chiens aboyaient au passage des tracteurs, et les cloches de l'église sonnaient les quarts d'heure. Mais la conversation revenait toujours au même refrain où était M. Denning, et qui, si tant est qu'il y en ait qu'un, avait quelque chose à gagner de sa disparition. Les spéculations s'intensifient, l'inquiétude cédait la place à de discrètes accusations.
Une ombre s'était installée, et à chaque heure qui passait, elle s'allongeait. À la salle des fêtes, l'agent Tiller avait organisé une réunion informelle, une sorte de rapport d'étape, bien qu'en réalité, il n'eut guère d'autre chose à offrir que des assurances répétées que les recherches étaient en cours. L'agent jeune et sérieux se tenait devant, sous le portrait jauni de la reine Victoria, et s'éclaircit la gorge avant de commencer. Ranchoret chose, d'être venu cette, dit-il, voix réchaussée que les temps sont durs, et nous sommes tous impatients d'avoir des réponses. Monsieur Denning est toujours porté disparu, mais nous n'avons pas perdu espoir. Cette, un murmure sourd s'éleva parmi les villageois rassemblés. Monsieur Finch tapota sa canne avec impatience. Madame Littleton s'essuya le nez avec un mouchoir en dentelle, comme si l'air même était chargé de tristesse. Mademoiselle Marple, assise silencieusement au deuxième rang, observait tout sans paraître observer. C'est nous avons fouillé les bois environnants, poursuivit Tiller. C'est nous avons interrogé ceux qui avaient vu M. Denning pour la dernière fois. Aucun signe d'acte criminel, mais nous gardons l'œil ouvert. Nous avons cependant des raisons de parler davantage à une personne. Ce n'est pas une accusation, juste une précaution. C'est l'Assemblée retient son souffle. Le village attendait ce moment depuis longtemps. Nous avons demandé à M. Thomas de John de rester après la réunion d'aujourd'hui pour quelques questions. Un mouvement de tête se fit entendre dans la foule, un léger mouvement de tête se tournant, des épaules se penchant en arrière. Monsieur de John, qui se tenait au fond, les bras croisés sur son torse bombé, ne parut pas surpris, il parut même légèrement agacé. Mademoiselle Marple l'observa attentivement. Le charpentier avait la quarantaine, des cheveux noirs grisonnants aux tempes et des mains épaisses comme des pelles. Ses bottes étaient éraflées, et une longue égratignure courait sur un côté de son avant-bras, une blessure récente, à ce qu'il semblait. La réunion se termina rapidement après cela. Entre regards en coin chuchotés et subtils remis en place des distances sociales, le temps que la plupart des gens se répandent dans la ruelle. Les ragots avaient déjà pris de l'ampleur. C'est eh bien j'ai toujours dit qu'il avait un caractère colérique. Marmonna Madame Glenrose à voix basse. C'est saviez-vous qu'il se disputait pour le paiement? C'est demanda Finch avec délectation. Denning l'accusa d'avoir surfacturé une charnière de meubles. On cria presque dans la rue. Miss Marple, quant à elle, prit le chemin le plus long pour rentrer chez elle. En passant devant l'atelier du charpentier, une ancienne écurie transformée, dont le toit était recouvert de lierre, elle s'arrêta, pas directement devant, bien sûr, mais au coin où les odeurs de vernis et de sciure se mêlaient à l'air matinal. La porte était fermée. Une seule vitre au-dessus du loquet avait été fissurée et scotchée. Juste à l'intérieur, les contours d'une grande armoire se dressaient contre le mur du fond, son cadre inachevé et de travers. Plus tard dans l'après-midi, l'agent Tiller se présenta à nouveau chez Miss Marple. Cette fois, il arborait l'expression légèrement gênée d'un homme conscient d'avoir des questions, mais craignant que les réponses ne dépassent sa compréhension. C'est nous avons parlé avec de John, dit-il après qu'elle l'eut invité à entrer. Il dit avoir eu une discussion avec Denning. Oui, mais rien de grave. Il prétend qu'ils ont arrangé les choses le lendemain. Il avait même un reçu. Vraiment? Demanda Miss Marple d'un ton doux en servant du thé. Tiller hocha la tête, daté et signé. Ça avait l'air assez authentique. Elle lui tendit une assiette de sablé, et l'égratignure sur son bras. Une écharde, dit-il, provenant d'une poutre en acajou. Apparemment, il dit l'avoir obtenue en finissant une armoire pour madame.
Miss Marple remuait son thé pensivement. « J'espère que quelqu'un demandera à Madame Elton si elle l'a reçu à temps. Les échardes peuvent être très douloureuses. On se demande comment il a réussi à soulever quoi que ce soit après. » Tiller eut un rire penaud. « Je n'avais pas encore pensé à lui demander. » « Peut-être, dit Miss Marple. Parfois la vérité ne réside pas dans les grandes déclarations, mais dans les petites contradictions. » Ce soir-là, alors que le crépuscule adoucissait les contours du village, Miss Marple s'occupait de son tricot près de la fenêtre. Church Lane était silencieuse, à l'exception du craquement occasionnel d'une bicyclette et du léger bruissement du vent dans les haies. Elle était en train de tricoter un point en verre particulièrement délicat, lorsqu'un coup frappé à la porte interrompit son rythme. C'était Nora Bradford. Son visage pâle sous son chapeau de paille était crispé, et ses mains serrées le long du corps. « Je ne sais pas où aller, » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Miss Marple s'écarta et lui fit signe d'entrer dans le salon. Une fois assise, Nora commença à démêler ses pensées avec une urgence allaitante. « Il pense que c'est Monsieur Dodjon, n'est-ce pas? Il pense qu'il a fait quelque chose, mais je n'en suis pas sûr. » Miss Marple croisa les mains. « Alors reprenons depuis le début, ma chère. » Nora hésita. « Monsieur Denning était gentil avec moi. Après la mort de mon père, il proposait des petits boulots, des courses, des réparations. Les gens trouvaient ça bizarre, mais rien d'inconvenant. Je l'admirais. Je crois qu'il me faisait confiance. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Et vous a-t-il confié quelque chose ces derniers jours? Semble-t-il inquiet, distrait? » Nora fronça les sourcils. « Oui, la semaine dernière environ. » Il vérifiait sans cesse la même enveloppe dans son tiroir. Il la fermait à clé chaque soir. J'en ai aperçu un jour. Il y avait un nom griffonné dessus, celui de quelqu'un que je n'avais jamais entendu parler. Miss Marple cligna lentement des yeux. C'était nouveau. Avait-il dit ce que c'était? Non. Seulement qu'il avait été stupide autrefois. Il y a longtemps que cela pourrait lui revenir. Miss Marple se rassit, l'esprit en proie au trouble. Avait-il déjà mentionné ce nom? Sans su. Et jamais, dit Nora. Mais je crois qu'elle marqua une pause. Je crois que cela l'effraya. Après le départ de Nora, Miss Marple reprit son carnet. Elle y écrivit 3 noms. Thomas Dodjon. Querelle connue. Possible invention concernant une blessure au bras. Fournit un alibi non vérifié. Nora Bradford. Loyal. Attachement émotionnel probable. Courant d'une enveloppe mystérieuse. Peut-être dissimulation de détails. Non, Monsieur Sansu. Inconnu. Du passé de Monsieur Denning. Source de menaces ou de chantage. Dehors le vent se leva, faisant bruisseler. 3 noms. Une disparition. Et maintenant un spectre du passé est entré dans le présent. Miss Marple sentit la tension monter comme une bouilloire qui commence à siffler. Quelque part entre le sentier poussiéreux, les mensonges éparpillés du charpentier, et le nom murmuré dans un tiroir caché. La vérité attendait, et elle, comme toujours, le trouverait patiemment, discrètement, sans aucun besoin de dramatisation. Le tueur, s'il y en avait un, ne saurait même pas qu'il avait été vu. 2 jours après les aveux anxieux de Nora Bradford, le village de Saint-Petrovs demeurait plongé dans l'étrange silence qui suit une dispute non résolue. On aurait dit que la vie ne continuait que par politesse. Les fleurs fleurissaient encore, le pasteur promenait toujours son chien après les vêpres, et les enfants patinent toujours dans les ruelles étroites sur leurs scooters branlants, mais l'air était tendu, comme du linge trop tendu sur un cadre. À la Poule Noire, la seule auberge à des kilomètres à la ronde, les habitués s'attardent plus longtemps sur leurs verres, la voix basse et spéculative. Finch avait pris l'habitude de répéter sa théorie de la fugue secrète,
même s'il n'y croyait plus. Madame Appleton, partagée entre pitié et indignation, marmonnait à propos de jeunes femmes aux idées supérieures à leurs conditions, un commentaire clairement adressé à Nora, bien que personne n'osait le dire directement. Pendant ce temps, l'enquête policière piétinait. L'agent Tiller avait consciencieusement contacté Madame Meltham, la prétendue destinataire de l'armoire que Thomas de John prétendait s'être blessé en la construisant. Elle confirme la livraison, mais pas la date. Oh oui, il l'a apportée, avait-elle dit en scrutant l'agent par-dessus ses épaisses lunettes. Du beau travail d'ailleurs, mais c'était en début de semaine dernière. Il était revenu jeudi pour réparer une charnière défectueuse, mais il n'était pas resté longtemps. Jeudi, justement, était le jour de la disparition de M. Denning. Cette incohérence ne plaisait guère à Miss Marple, pas plus que la mystérieuse enveloppe décrite par Nora. Après mûre réflexion et un examen attentif de ses souvenirs du village, elle décida qu'il était temps de revoir quelques personnes, une en particulier. Le lendemain matin, elle marcha lentement mais résolument vers la maison de M. Lewis Finch, l'homme aux dahlias. Il vivait dans une chaumière blanche et soignée aux volets bleus et au jardin enviable, qu'il entretenait avec le sérieux d'un homme convaincu que les plantes exigent une éducation morale rigoureuse. M. Finch était, de la vie générale, un homme du détail. Il n'était pas rare qu'il se souvienne de ce que d'autres portaient à l'église un mois plus tôt ou de la quantité de sucre que le vicaire préférait dans son thé. Miss Marple soupçonnait qu'un tel homme en avait peut-être remarqué plus qu'il ne le pensait. Miss Marple, dit-il en relevant son chapeau de paille à son approche, « Quel plaisir! Puis-je vous tenter en jetant un coup d'œil à mon évêque de Llandaffis aux pétales blancs? J'en suis très fier cette année. » Vous l'êtes toujours, monsieur Finch, dit-elle avec un sourire bienveillant. Mais je me demandais si je pouvais vous demander un mot sur le jour du thé au jardin. Il désigna un banc sous un cytise et lui offrit une place. 7. Vous n'êtes pas la première à me le demander, bien sûr, dit-il en s'installant à côté d'elle. Tiller passa. Il voulait savoir si j'avais vu quelqu'un se diriger vers le sentier. Et vous? Demanda Miss Marple. Il se gratta le menton. Pas directement. Mais j'avais remarqué quelque chose d'étrange ce matin-là. Monsieur Denning était arrivé beaucoup plus tôt que d'habitude. Il avait quelque chose à déposer pour Madame Glenross. Il semblait troublé. Troublé? Répéta-t-elle. Il ne s'était pas arrêté pour discuter, comme il le faisait toujours avec moi. Il hocha simplement la tête et entra. Mais voilà, je suis rentré 10 minutes plus tard, et Madame Glenross m'a dit qu'elle ne l'avait pas vu du tout. Miss Marple haussa les sourcils. En effet, peut-être était-il déjà parti, ajouta rapidement Monsieur Finch. Ou peut-être était-elle distraite. Ou peut-être, dit Miss Marple doucement, n'était-il pas là pour la voir. Elle remercia Monsieur Finch, rentre chez elle, son esprit s'interrogeant sur les implications. Si M. Denning était entré dans la maison des Glencross sans parler à son principal occupant, à qui avait-il parlé? Ce soir-là, elle rédige un court mot et le fait parvenir à Peter Ashby le lendemain matin. Elle était adressée à Lillian Cartwright, la femme de chambre de Madame Glenross. Le mot était bref et innocent en surface 7, une demande de recette de génoise mentionnée pendant le thé, mais il contenait une phrase qui, comme Miss Marple le savait, attirait l'attention de la jeune fille. « N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez déjà goûté les bonbons au sucre d'orge qui vous intriguent. » C'était un petit appât, mais Miss Marple avait observé la jeune fille lorgner les bonbons sur le plateau de M. Denning pendant le thé. La plupart des gens oublieraient une telle chose, mais pas Liliane. Elle était intelligente, curieuse et surtout, savait partager ce qu'elle savait lorsqu'elle était flattée comme il se doit. La réponse est arrivée avant midi, d'une écriture soignée et penchée. « Chère Miss Marple, merci pour votre mot. Je me souviens de notre conversation sur les bonbons au sucre d'orge.
Je n'ai jamais pu les goûter, bien que M. Denning a laissé un petit paquet dans l'entrée ce jour-là. Il semblait nerveux. Il a dit que c'était pour quelqu'un qui comprendrait. Je lui ai demandé qui, mais il a souri et a dit peu qu'il trouvera son chemin. 7. Puis il sortit par la porte de derrière. Il semblait assez pressé. Cordialement Lillian Cartwright. Miss Marple plia la lettre avec soin et la plaça à côté de son carnet. L'expression « c'est quelqu'un qui comprendrait » se résonna dans son esprit comme un carillon. Le même après-midi, l'agent Tiller revient dire qu'ils avaient localisé le grand livre de M. Denning, mais il n'est pas dans son atelier. Il avait été découvert dans le tiroir du bas d'un secrétaire dans l'arrière-boutique du bureau de poste, fourré entre de vieilles cartes de vœux, distillées, visiblement déconcertantes. Madame Littleton l'avait trouvé par hasard. Curieuse, murmura Miss Marple. Et l'enveloppe était-elle à l'intérieur? Il secoua la tête. Pas d'enveloppe. Mais il y avait des inscriptions très étranges. Un nom revenait sans cesse. 7, MT. 7, le Chie. 7, pas d'adresse, pas de somme enregistrée. Un moment s'écoula avant qu'elle ne reprenne la parole. L'avez-vous montré à quelqu'un qui pourrait reconnaître le nom? Nous avons demandé autour de nous. Personne ne semble le savoir. Peut-être un petit denyme, ou un nom de jeune fille, dit Miss Marple en se levant. Il y a une différence constable entre ce qu'on est et ce qu'on était autrefois. Tiller lui lança un regard perplexe. Ce soir-là, alors que le crépuscule peignait le village de longues ombres et de teintes dorées, Miss Marple visita les archives de l'église. Avec l'aide du curé bienveillant mais écervelé, elle fouilla dans les registres de baptême, de mariage et d'inhumation. Elle le trouva coincé entre les pages d'un registre de mariage de 1911. Margaret Clara Leach avait épousé Geoffrey Glen Ross. Miss Marple fixe le nom. C'était donc bien ça. Madame Glen Ross, avant d'être l'épouse d'un magistrat, avait été Margaret Leach. L'enveloppe lui était destinée, et M. Denning l'avait remise. Quel que soit le message transmis ce jour-là, discrètement, secrètement, il n'avait pas été perdu dans le courrier. Il avait été remis en main propre. La question était maintenant de savoir ce qu'il contenait, et peut-être plus important encore, avait-il scellé le sort de M. Denning? De retour à son chalet, Miss Marple s'est versé une tasse de thé et a regardé le jardin assombri. Un chemin s'était ouvert avant Ernaud, un lieu de poussière et d'orties, mais de souvenirs, de réputation et de secrets depuis longtemps enfouis. Et elle était prête à le suivre. La révélation que Madame Glen Ross avait été Margaret Clara Leach s'installa dans l'esprit de Miss Marple avec l'inéluctabilité d'une pièce de puzzle bien ajustée. Elle ne répondait pas à toutes les questions, mais elle expliquait en partie le secret entourant l'enveloppe, et pourquoi M. Denning l'avait peut-être décrite comme un objet destiné à quelqu'un de compréhensif. Ce n'était pas le nom en lui-même qui importait, c'était le passé qui l'accompagnait. Dans les petits villages comme Saint-Petrov, on oubliait vite les détails, mais jamais la forme d'un scandale. Et pourtant Miss Marple savait par expérience que le scandale est souvent enterré sous des couches de bienséance, surtout lorsque les personnes impliquées deviennent des piliers de la communauté. Et Madame Glen Ross n'était rien d'autre qu'une épouse pilier du magistrat local, présidente de 3 comités de charité, et le genre de femme à organiser des déjeuners, où chaque serviette était assortie à la nappe avec une précision militaire. Mais autrefois, elle avait été Margaret Leach, et autrefois elle avait connu M. Denning. Miss Marple ne l'aborda pas immédiatement. Au lieu de cela, elle passa la journée suivante à des activités apparemment des plus banales, c'est qu'au rendre visite à Madame Littleton à la poste pour discuter timbre, déposer un bocal de confiture de prunes au presbytère et s'enquérir auprès du boulanger d'une fournée décevante de brioches du carême. Pour un observateur non averti, elle se contentait de s'occuper, mais sous cette douce routine se cachait une observation attentive.
et elle remarqua quelque chose d'intéressant. Madame Glen Ross n'avait pas été vue dehors depuis la réunion de la mairie, pas même pour récupérer sa commande habituelle chez le boucher, qu'elle ne manquait jamais. C'était la fin de l'après-midi lorsque Miss Marple remonta enfin le chemin de gravier soigneusement taillé jusqu'à la maison des Glen Ross. Les rideaux étaient tirés, bien que le jour fût encore clair, et il régnait un calme étrange comme si même les fenêtres retenaient leur souffle. Lillian Cartwright ouvrit la porte, le visage tiré. « Tatum Cry, je suis désolé, Miss Marple dit-elle à voix basse. « Tatum, Miss Marple reçoit pas de visite. Est-ce malade ?» Elle dit avoir mal à la tête. « Je n'ai pas beaucoup mangé, je suis dans sa chambre depuis hier. » Miss Marple pencha la tête. « Je pourrais peut-être vous laisser un mot alors, ou même parler à Monsieur Glen Ross, s'il est là. » Thomas et Lillian hésitent. Il n'est pas là, parti pour Truro ce matin. Affaire avec le tribunal. Ah, bon, pas de problème. Veuillez lui faire savoir que je suis passé. Miss Marple se retourna, mais pas avant d'avoir remarqué un léger bruit venant d'en haut. Une porte qui se fermait, peut-être. Un léger bruit de pas. Quelque chose lui parut étrange non pas parce que quelqu'un bougeait, mais parce qu'on prenait soin de ne pas bouger. Ce soir-là, elle se retrouva assise près du feu, son tricot intact. Son esprit était fixé sur l'enveloppe, le mot et le silence qui avaient suivi. Monsieur Denning avait confié quelque chose de profondément personnel à Margaret Leach, et le résultat n'avait pas été de la gratitude, c'était effrayant, et maintenant possiblement culpabilité. Le lendemain, le malaise s'accentua. L'agent Tiller passa le voir le matin, l'air fatigué. « Tatum Cole, nous avons encore ratissé la berge, dit-il. Tatum, nous avons fouillé les parties les plus profondes. Rien. » Miss Marple hocha la tête. « Je ne m'attendrai pas à le retrouver là. » Tatum. Tiller cligna des yeux. « Tatum, vous ne vous en doutez pas. » Tatum. Et lui adressa un petit sourire, presque d'excuse. Tatum. Non, Monsieur Denning n'était pas homme à se laisser surprendre dans son propre village, et il ne tomberait certainement pas dans un piège sans le savoir. Tatum. Mais il a disparu. Tatum. Oui, dit-elle en se levant pour lui chercher du thé. Tatum. Mais disparition et accident ne sont pas la même chose. En lui tendant la tasse, elle ajouta: c'est dites-moi, agent, avez-vous parlé à quelqu'un d'autre qui connaissait Monsieur Denning depuis longtemps, avant qu'il ne s'installe ici? Tatum. Tiller se gratta la tête. Tatum. Mais j'ai entendu dire qu'il travaillait à Manchester avant de venir dans le sud. J'ai vécu avec sa sœur, je crois. Elle est décédée il y a 10, peut-être 12 ans. Tatum. Tatum. Miss Marple hocha la tête. Tatum. Il m'a dit un jour qu'il avait déménagé ici pour avoir la paix. Tatum. Mais la paix ne se mérite pas toujours, n'est-ce pas? Parfois elle se négocie, ou se paie. Cet après-midi-là, Miss Marple fait une nouvelle promenade, cette fois non pas vers le sentier poussiéreux, mais vers la petite rangée de cottages derrière le moulin. Là, dans la dernière maison au volet vert, vivait Elsie Weatherby, l'une des plus anciennes résidentes de St. Petroff. C'est la gardienne officieuse de la mémoire du village. Elsie, enveloppée dans un châle et assise près d'un poêle à feu doux, accueillit Miss Marple comme une vieille amie. « Tatum, vous êtes venu, pauvre Monsieur Denning, dit-elle, avant même que Miss Marple ait pu poser la question. Vous avez entendu quelque chose? Non, mais je vous attendais. Tatum. Miss Marple sourit. Vous avez toujours eu un don. Elsie se pencha légèrement en avant. J'ai pensé à lui. Vous savez, il n'a pas toujours été l'homme discret qu'on connaît. Il fut un temps bien avant cet endroit, où il avait un brin de fougue. J'imagine qu'il en avait eu autrefois. Elsie hocha la tête. Il fréquentait Saint-Putrock pendant la guerre. Il était en poste non loin de là. J'ai rencontré une fille ici. Elle était jeune, jolie, de bonne famille. Miss Marple ne dit rien.
Attendant, elle s'appelait Margaret, dit Elsie doucement, Margaret Leach. Son père était furieux. Il menaça le pauvre garçon de le déshonorer. Il dit qu'il le ruinerait s'il ne la laissait pas tranquille. Et Denning disparut comme une fumée. Puis la fille fut mariée rapidement, à Glen Ross. On n'en reparla plus. Je vois, dit Miss Marple. Elsie soupira. Je me suis toujours demandé si elle savait combien il l'avait aimée. Peut-être si, dit Miss Marple, ou peut-être ne s'en souvient-elle que trop tard. Elle partit peu après, le vent tirant doucement sur son manteau tandis qu'elle traversait le village. Une image plus claire se dessine à présent. Monsieur Denning et Margaret Leach, autrefois amoureux, séparés de force, et maintenant des décennies plus tard, confrontés au passé avec une lettre discrète et une enveloppe fragile, Miss Marple crut que ce mot avait réveillé quelque chose de longtemps enfoui, un souvenir, un secret, peut-être une menace. Le dernier élément apparut ce soir-là. Miss Marple, de nouveau assise près de sa fenêtre, vit une silhouette sortir par le portail arrière de la maison des Glen Ross. Elle reconnut immédiatement la démarche de Lillian Cartwright. Curieuse, Miss Marple sortit et la suivit à distance. Lillian ne se tourna pas vers les boutiques ou l'église, mais vers la lisière boisée du sentier poussiéreux. Elle portait un paquet enveloppé dans du tissu. Miss Marple s'arrêta au tournant, le cœur tranquille. La jeune fille s'agenouilla au pied d'un arbre près de la vieille borne. Puis, après un rapide coup d'œil autour d'elle, elle enfouit le paquet sous les racines et le recouvre hâtivement de feuilles et de terre. Ce n'est qu'une fois partie que Miss Marple s'avança. Elle s'agenouilla lentement, écarta la terre retournée et déballa le tissu. À l'intérieur se trouvait un manteau de laine d'homme, une montre de poche et une canne au manche en ivoire sculpté. La canne de M. Denning, celle qu'il n'avait jamais abandonnée. Elle se releva lentement. Quelqu'un avait tenté de dissimuler les preuves de sa présence. Pas encore sa mort mais son décès. Quelqu'un, peut-être qui n'avait pas commis de meurtre mais qui avait contribué à le dissimuler. Et la dissimulation, Miss Marple savait trop bien, était souvent le premier tremblement d'un raz-de-marée de culpabilité. La question était désormais de savoir non seulement qui avait fait du mal à M. Denning, mais aussi qui avait contribué à enterrer la vérité et pourquoi. Le lendemain matin, une légère bruine tomba sur St. Putrop's, rendant les pavés glissants et donnant à l'air une atmosphère pesante et imprévisible. Des nuages se pressaient contre les toits de chaume, et les cheminées du village exhalaient de faibles volutes de fumée dans le ciel gris. C'était une journée qui décourageait le mouvement, une journée pour rester à l'intérieur avec un feu au bout de thé. Pour Miss Marple, c'était précisément le genre de jour où les vérités commençaient à s'élever comme la vapeur d'une bouilloire frémissante. Elle avait passé la majeure partie de la nuit à retourner ce qu'elle avait trouvé sous l'arbre le long du sentier poussiéreux, la canne, le manteau, la montre à gousset. C'était non seulement la preuve que M. Denning était passé par là, mais que quelqu'un était revenu à cet endroit après lui, quelqu'un qui avait accès à ses affaires et qui souhaitait les soustraire au regard du public. Ce n'était pas un meurtre, pas encore, mais une dissimulation, et c'était la fissure dans le mur par laquelle toutes sortes d'objets pouvaient se glisser. À 9h30, elle rendit visite à l'agent Hiller. Il ouvrit, pâle et de mauvaise humeur, la chemise froissée, la cravate de travers. « Miss Marple, dit-il, j'allais justement vous rendre visite. Il s'est passé quelque chose, vraiment, dit-elle doucement. Allons, asseyez-vous et racontez-moi tout. » Il la fit entrer, et ils s'assirent près de la table encombrée de sa cuisine tandis que la bouilloire commençait à bouillir à contre-cœur. « C'est Lillian Cartwright, dit-il. Parti. » Miss Marple haussa un sourcil. « Parti où? Personne ne sait. Elle ne s'est pas présentée à ses devoirs ce matin. Les Glen Ross ont supposé qu'elle était allée au marché. Mais comme elle n'était pas revenue,
Madame Glenross a envoyé la cuisinière vérifier son logement. Lit vide, vêtements disparus. Miss Marple a remué son thé. A-t-elle laissé un mot? Pas un mot. Miss Marple est restée silencieuse un instant, puis, silencieusement, elle a enterré les affaires de M. Denning la nuit dernière. Tiller la fixa du regard. Vous en êtes sûr? Je l'ai suivi. Je l'ai regardé creuser le trou moi-même. Elle a laissé son manteau, sa canne, sa montre, soigneusement emballés et cachés près de la borne du sentier. Tiller se leva, les yeux écarquillés. Otit-il, eut-il goetoni, eut-il scène. Mais ça change les choses, n'est-ce pas? Si sec, dit Tiller d'un ton sombre. Elle devait savoir quelque chose. Peut-être était-elle dans le coup, ou peut-être avait-elle simplement peur, ou quelqu'un l'a persuadée de partir, ajouta Miss Marple. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'elle parle à la mauvaise personne. L'agent se tourna vers elle. Pensez-vous que M. Denning soit mort? Miss Marple regarda par la fenêtre les haies ruisselantes. Sedgu. Je pense Ning, dit-elle doucement. Sedgoet plus un homme reste longtemps sans un mot, moins il a de chances de revenir de lui-même. Cet après-midi-là, le village bourdonnait de cette nouvelle. La disparition de Lillian avait un impact différent de celle de M. Denning. C'était un célibataire réservé, un homme dont la routine le définissait. Mais Lillian était jeune, pleine de vie, intégrée à la vie quotidienne du village. Son absence n'était pas seulement un puzzle, c'était une rupture. Et maintenant, avec 2 personnes disparues et des rumeurs d'objets enfouis, même les plus sceptiques se mirent à murmurer le mot qu'ils avaient évité jusqu'alors, meurtre. Madame Appleton fut parmi les premières à le prononcer à voix haute, dans la file d'attente de la boulangerie, juste assez fort pour être entendu. Vous savez ce que ça fait, n'est-ce pas? Dit à personne en particulier, une dissimulation, et je ne serais pas surprise que cela ait un rapport avec cette dispute. John n'a jamais aimé Denning. Les hommes costauds comme lui sont toujours prompts à manier le poing. De l'autre côté de la place du village, M. Finch proposa sa propre théorie, un triangle amoureux, si vous voulez mon avis. Nora Bradford a l'air prête à s'évanouir depuis des jours. Elle cache quelque chose. Les femmes ne tremblent pas comme ça pour un rien. Et Madame Littleton, le nez toujours aussi rouge, murmura dans sa boîte aux lettres. Tout a commencé après ce goûter. Quelque chose a été dit. Retenez bien mes mots. Et quelqu'un ne voulait pas que ça se répète. Miss Marple, entendant chacune de ces versions, les rangea dans son album personnel. La vérité, elle le savait, se cachait souvent juste sous ces fantasmes suffisamment proches pour être reconnus, mais déformés par l'émotion, la peur ou la vanité. En début de soirée, un autre rebondissement inattendu se produisit. Le révérend Strode frappa sa porte, l'air troublé. « Miss Marple, je me sens obligé de partager quelque chose d'inconvenant peut-être, mais ma conscience ne se repose pas. Entrez, vicaire, asseyez-vous, vous êtes pâle. J'ai eu une conversation avec Madame Glenross ce matin, dit-il en s'installant sur la chaise qu'elle lui offrait. Elle m'appela en privé, assez agitée. Elle avoua non pas un crime à proprement parler, mais une liaison passée. Elle dit que M. Denning avait été amoureux d'elle il y a de nombreuses années, qu'elle lui avait brièvement rendu son affection, mais que sa famille s'était opposée à cette union. Faites, oui, dit Miss Marple, calmement. Faites, je le pensais plutôt. Au-il, faites. Elle dit qu'elle espérait que l'affaire était oubliée, mais que la réapparition de Denning dans sa vie le mois dernier la troublait profondément, qu'il lui avait écrit, insistant pour lui remettre quelque chose en impropre. Lorsqu'il l'a fait, elle ne l'a même pas ouvert au début. Elle a attendu la fin du goûter. Quand elle a bien fait, elle a été secouée. Elle vous a dit ce que c'était écrit, non, seulement qu'il y avait une photo, et une seule ligne 7. Vous aviez promis,
Miss Marple est restée assise immobile. Une photo, elle l'a brûlée, a dit le vicaire. Il m'a dit qu'elle avait paniqué. Il a dit qu'elle craignait que cela ne porte atteinte à son honneur. Je ne sais pas ce qui était représenté, mais elle a admis ne pas l'avoir dit à son mari. Tout à fait, a dit Miss Marple en se levant et en se dirigeant vers la fenêtre. Et elle n'a rien dit à la police. Elle m'a supplié de ne rien dire. Mais maintenant que la fille est partie, je ne peux m'empêcher de sentir que quelque chose de pire se prépare. Vous avez bien fait, a dit Miss Marple. Alors que le vicaire partait, Miss Marple a réfléchi à elle-même. Une photo, une promesse non tenue, une vieille liaison ravivée par la peur, le désir, ou les deux. Quelque chose avait poussé Madame Glenross au désespoir, et quelque chose avait poussé Lillian Cartwright au silence ou à la fuite. Pourtant, il restait un trou. Miss Marple se tourna à nouveau vers son carnet et ajouta 2 entrées supplémentaires secs. Margaret Glenross née Leach, ancienne amante de M. Denning, a reçu une lettre et une photo de lui. Photo brûlée. Peut-être cachait-elle une indiscrétion passée ou un enfant secret. Lillian Cartwright a probablement trouvé ou appris le contenu de l'enveloppe, a enterré les affaires de M. Denning, maintenant disparu sans laisser de traces, et au bas de la page, elle ajouta motif émergent, peur, réputation, chantage, jalousie. Il n'y avait toujours pas de corps, toujours pas de crime confirmé, mais Miss Marple le sentait maintenant. Les pièces du puzzle étaient en mouvement, et quelqu'un de plus d'une personne commençait à désespérer de les empêcher de se mettre en place. Cette nuit-là, elle plaça soigneusement son carnet près de son lit, et laissa les rideaux légèrement ouverts. Demain, elle commencera son test final, pas en accusant, pas en menaçant, mais en écoutant une dernière fois, avec cette patience silencieuse qui avait jamais permis d'attraper plus de criminels que n'importe quel badge ou porteur de badge, car quelque part sous les faux semblants et les platitudes, quelqu'un allait commettre une erreur, et Miss Marple serait là quand ce serait le cas. Le lendemain, l'aube était claire et fraîche, comme si les nuages d'orage qui planaient sur Saint-Petrox s'étaient enfin dissipés. L'air était chargé d'un parfum de terre humide et de roses tardives, et pour une fois, même les ragots de la rue principale étaient étouffés, atténués. Les villageois, participants inconscients du lent drame qui se déroulait, présentaient une conclusion imminente, et dans les recoins silencieux des salons et des boutiques, la question planait comme de la fumée. C'est quelque chose de terrible était-il arrivé? Et si oui, qui parmi eux avait du sang sur les mains? Miss Marple se leva tôt. Ses gestes étaient lents mais réfléchis. Elle s'habillait avec soin, choisissant un cardigan gris tourterelle plutôt qu'une modeste robe imprimée, un chapeau épinglé avec précision et ses chaussures robustes bien lacées. Ce n'était pas une matinée pour flâner ou bavarder. Aujourd'hui, elle allait observer, tester, et si le schéma qu'elle soupçonnait se confirmait, voir la vérité se révéler, elle commença sa journée non pas chez elle, mais au cimetière. Le sentier poussiéreux commençait au bord du mur du cimetière, et Miss Marple se tenait sous l'if à son entrée, contemplant l'étroit chemin de terre battue et de végétation sauvage. Quelque part le long de ce sentier sinueux, M. Denning avait marché pour la dernière fois. Quelque part, un secret était enfoui non seulement sous la terre, mais dans le cœur de ceux qui l'avaient porté. Elle ne parcourut pas le sentier ce matin-là. Au lieu de cela, elle attendit d'apercevoir une silhouette s'approcher de l'autre bout. C'était Nora Bradford. Elle était pâle, les traits tirés, les épaules voûtées. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Miss Marple. « Oh Miss Marple, je ne m'attendais pas à Vian, en promenade ma chère c'est demanda gentiment Miss Marple. J'ai pensé vérifier le sentier, juste pour voir si je remarquais quelque chose. Je n'arrive pas à dormir. Plus depuis la disparition de Lillian. Miss Marple hocha la tête avec compassion. C'est terrible de perdre quelqu'un en qui on a confiance.
Nora cligna des yeux. Oui, il y eut un long silence. Miss Marple continue doucement. Vous teniez à Monsieur Denning, n'est-ce pas? Nora baissa les yeux vers ses mains. Oui, je ne le lui ai jamais dit, pas vraiment. Il était gentil avec moi, mais il n'avait pas de place pour l'affection. Il vivait à l'heure. Pourtant, dit Miss Marple, vous étiez suffisamment proche pour qu'il vous fasse confiance. Il était confus en vous, un silence, puis un hochement de tête. Et pourtant, il avait choisi de remettre cette enveloppe lui-même. À ces mots, Nora leva brusquement les yeux. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre soit impliqué, dit Miss Marple en lisant l'expression. Il savait que ce qu'elle contenait pourrait causer des ennuis. Mais il pensait que le jeu en valait la chandelle. Nora prit une inspiration tremblante. Savez-vous ce qu'il y avait dedans? Je crois que oui, répondit Miss Marple doucement. Assez pour remuer le passé. Assez pour menacer le sentiment de sécurité de quelqu'un. Les lèvres de Nora s'entr'ouvrirent, mais elle ne dit rien. Mais Miss Marple laissa le silence s'éterniser, puis ajouta cette. Mais le plus curieux pour moi, ma chère, c'est que tu ne sois pas venue plus tôt au sujet de cette enveloppe, même quand M. Denning a disparu. Les yeux de Nora s'embuent. J'avais peur. Oui, dit Miss Marple gentiment. J'imagine que oui. Elle tendit la main et tapota celle de Nora. Je ne crois pas que tu lui aies fait du mal, Nora. Mais tu as vu plus que tu n'as dit. Et maintenant une jeune fille a disparu. La loyauté que tu ressentais envers M. Denning ou Madame Glenross doit maintenant s'étendre à Liliane. Tu ne crois pas? Nora ouvrit la bouche, la referma, puis hocha lentement la tête. Je l'ai vu lui donner l'enveloppe, murmura-t-elle, Madame Glenross. J'étais derrière la haie quand il s'est approché. Je pense qu'il espérait qu'elle se souviendrait de lui avec gentillesse. Mais non, elle prit l'enveloppe et lui claqua la porte au nez. Miss Marple attendit. Plus tard, je l'ai vue pleurer dans le verger. Liliane était avec elle. Elle avait dû le lire. Je pense qu'elle a essayé de la calmer. Mais quelque chose avait changé. Madame Glenross avait l'air bizarre. Froide, comme si elle avait pris une décision. Et qu'a fait M. Denning après ça? Je ne sais pas. Je suis rentré chez moi. Monsieur Marple a hoché lentement la tête. Merci Nora. Cela aide beaucoup. Elle a quitté le sentier et s'est dirigée vers le village. Sa prochaine visite n'était pas chez un suspect ni chez un ami, mais dans un endroit neutre où le décor pourrait être planté. Elle a demandé à emprunter le salon du vicaire pour prendre le thé. Le révérend Strode, bien que perplexe, a accepté sans hésiter. Il a même proposé de cuisiner quelque chose. Miss Marple a poliment décliné. Elle préférait son propre gâteau aux graines pour de telles occasions. À 3 heures, elle avait disposé un assortiment modeste mais soigné de tasses à thé, de serviettes en ligne et d'un vase de fleurs sauvages. Elle avait également fait livrer 3 invitations le matin même, chacune portant la même phrase simple. Auriez-vous l'amabilité de vous joindre à moi pour un thé tranquille au presbytère cet après-midi à 15h07? J'aimerais vous parler de M. Denning. Les invités arrivent un par un. D'abord Nora Bradford, les épaules encore tendues par l'inquiétude. Puis Madame Glenross, impeccablement vêtue de bleu tourterelle, le regard crispé par la suspicion. Et enfin, à la satisfaction tranquille de M. Marple, Thomas de John. Il paraissait mal à l'aise dans sa chemise et son blazer repassé, ses bottes cirées à la hâte, son visage indéchiffrable. S'il vous plaît, dit M. Marple en désignant la table. Monsieur ma table au poids, asseyez-vous. J'ai pensé qu'il valait mieux que nous parlions ensemble. Parfois la vérité est mieux comprise quand elle est entendue par tous. Une tension régnait dans la salle comme avant l'orage.
Monsieur Marple servit calmement le thé, offrit des parts de gâteau aux graines, puis joignit les mains. Monsieur Madeco, la disparition de Monsieur Denning m'a profondément troublé. Commença-t-elle. C'était un homme précis, prévisible. Il ne s'est pas simplement volatilisé. Il s'est passé quelque chose. Madame Glenrose se raidit. Monsieur Marple continue. Je crois que tout a commencé avec l'enveloppe. Une lettre, une photo. Le souvenir d'une promesse faite il y a longtemps. Une promesse jamais tenue. Cette enveloppe a été remise, lue, puis détruite. Mais elle n'a pas effacé ce qui avait été remué. Elle se tourna légèrement vers Madame Glenrose. Margaret, puis-je vous appeler ainsi? Je comprends la peur que vous avez dû ressentir. De voir ressurgir quelque chose qui pourrait remettre votre vie en question. Mais la peur n'est pas la culpabilité, et je ne crois pas que vous lui ayez fait du mal. Madame Glenrose parut surprise. Vraiment? Non, dit Miss Marple. Je pense que vous auriez souhaité qu'il ne revienne pas, mais je ne crois pas que vous l'avez revu après ce jour-là. Elle se tourne alors vers Dudgeon. Mais vous l'avez revu. La mâchoire de Dudgeon se crispa. C'est absurde. Non, dit doucement Miss Marple. Vous avez un passé, n'est-ce pas? Pas seulement avec Monsieur Denning, mais avec sa sœur. Le registre le laissait entendre. Un paiement effectué il y a des années. Pour étouffer une dispute, peut-être un accident. Il a payé quelqu'un. Toi, Dudgeon détourna le regard. Tu pensais qu'il en avait fini. Mais quand il réapparut, et pire encore quand il commence à évoquer d'anciens noms et dettes, tu redoutes la suite. Madame Glenrose haleta. Dudgeon se leva brusquement. Tu n'as aucune preuve de tout cela. Miss Marple reste calme. Seulement cette nuit là où Monsieur Denning disparut, tu fus aperçu à la vieille forge, couvert de poussière. Tu prétends que c'était à cause du travail, mais personne ne t'avait vu à l'atelier. Ce que tu ignorais, c'est que le chat du presbytère était sorti ce soir-là et était revenu le lendemain matin avec des traces de poussière de chaux sur les pattes, du genre de celle utilisée dans le vieux puits derrière ta boutique. Le visage de Dudgeon prit une étrange teinte. Tu l'as enterré, dit doucement Madame Marple. Non pas pour le tuer, mais pour le faire taire. C'était peut-être un accident, une poussée, une chute. Mais une fois que c'est arrivé, tu as vu l'occasion de le cacher. Tu as engagé Liliane. Tu lui as dit qu'il valait mieux que personne ne le sache. Il lui donna ses affaires à enterrer. Nora se couvrit la bouche. Mais Liliane prit peur. Elle comptait parler. Alors tu l'as effrayée davantage, menacée ou quelqu'un l'a fait. Et maintenant elle est partie aussi. Il y eut un silence. Puis lentement, Dudgeon s'assit. « Je n'ai jamais voulu le tuer. » Dit-il, nous nous sommes disputés. Il a dit qu'il me dénoncerait, qu'il gâcherait tout. Je l'ai poussé. Il s'est cogné la tête. Je ne savais pas quoi faire. Miss Marple hocha lentement la tête. « Je te crois bleu, dit-elle. Mais ce n'est plus un secret que tu peux garder. » Al se leva, le regard doux mais résolu. L'agent Hiller attendait dehors. Tandis que la pièce se vidait, Miss Marple resta près de la fenêtre, observant le jardin silencieux derrière la vitre. Le passé, pensa-t-elle, retrouve toujours son chemin. Et quand il le fait, il ne laisse aucune horloge se dérouler. Le lendemain matin se leva dans un calme inhabituel. L'air au-dessus de Sainte-Tétro pesait lourd comme si le village tout entier exhalait un long soupir. La brume s'abaisse sur les toits, et les cloches de l'église sonnaient plus solennellement que d'habitude, bien qu'aucune cérémonie funéraire n'ait encore été annoncée. Les villageois qui avaient passé une semaine plongés dans les spéculations et la peur, étaient maintenant plongés dans un silence différent,
Ce silence qui suit la confession. La nouvelle s'était déjà répandue comme toujours à Saint-Pétroc, avant même que la police ne fasse sa déclaration officielle. Monsieur Thomas Dudgeon avait été placé en garde à vue tard la veille au soir, sans opposer de résistance ni offrir grand-chose. Une seule phrase avait quitté ses lèvres tandis que l'agent Tilley l'escorte dans la ruelle du village. 7. Je voulais seulement l'effrayer. 7. Mais le mal était fait. Le corps de M. Denning n'avait pas encore été retrouvé, mais la description de l'incident par Dudgeon et sa panique ultérieure avait permis aux enquêteurs de localiser le puits désaffecté derrière son atelier de menuiserie, désormais scellé par de vieilles planches, des années de mousse et de silence. L'agent Tilley avait hésité à partager tous les détails. Ce n'est pas pour la plupart des oreilles, avait-il murmuré, mais Miss Marple, debout silencieusement à l'écart, avait déjà rempli son esprit des pièces manquantes. La révélation avait bouleversé beaucoup de personnes à Saint-Pétroc, mais aucune autant que Nora Bradford, qui avait fondu en larmes en apprenant la vérité. Non pas qu'elle ait été trompée précisément, mais parce qu'une part d'elle-même espérait encore que M. Denning était simplement parti pour qu'il puisse revenir poussiéreux et fatigué, mais vivant. Mademoiselle Marple s'assit avec elle dans le salon du presbytère après que le thé eut été débarrassé, laissant la jeune femme pleurer sans la juger, et ne lui tendant qu'occasionnellement la main pour lui poser doucement la main sur l'épaule. « J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, dit enfin Nora d'une voix rauque et basse. Peut-être que cela aurait changé quelque chose. » Mademoiselle Marple, tricotant silencieusement à côté d'elle, s'arrêta au milieu du rang. « 7. La culpabilité, dit-elle, est une chose lourde, ma chère, mais pas toujours méritée. Tu avais peur. Tu as hésité, c'est humain. Ce qui compte, c'est que tu aies choisi la vérité, même si elle est arrivée tard. Et cette vérité pourrait bien aider quelqu'un d'autre. » Nora hocha la tête, déglutissant difficilement. Miss Marple reprit son tricot. « Liliane, par exemple. Où qu'elle soit, elle entendra parler de cela, et elle saura que le fardeau ne repose plus uniquement sur ses épaules. » D'ailleurs, cette inquiétude persistait même après l'arrestation de Dudgeon et l'absence prolongée de Liliane Cartwright. La menace immédiate étant écartée, la question demeurait: avait-elle fui de son plein gré, ou quelque chose de plus sinistre lui était-il arrivé? Mais en milieu d'après-midi, la réponse arriva. Un télégramme justement, remis directement à l'agent Tilley, qui le porta avec une grande hâte, un air de soulagement surpris. « 7. Elle est à Bodmin, dit-il à Miss Marple qui visitait les jardins de la paroisse à ce moment-là, chez une tante. Elle télégraphia elle-même le message précisant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour se sentir en sécurité. Elle a dit qu'elle était prête à revenir parler. » Miss Marple hocha lentement la tête satisfaite. « Bien. C'est une fille courageuse malgré tout. Et tu avais raison, ajouta Tilley en secouant la tête. Surtout, la dispute, le registre, même la photo. Ce ne sont jamais que des photos, dit Miss Marple. Ce sont des souvenirs figés et tranchants, bien plus dangereux qu'on ne le pense. » Tilley resta silencieux un instant puis demanda presque penaud: « Sais-tu comment le saviez-vous? Pour Dudgeon 7. » Miss Marple ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de marcher un peu plus loin sur le chemin de gravier, passant devant les rangées de rosiers grimpants. Lorsqu'elle parla, ce fut doucement. « Parce que les hommes comme M. Dudgeon ont du mal à garder les secrets. Ils les gardent bien en sécurité, pensant que personne ne les verra. Mais la pression fait bouger les choses. Il s'est surexploité. Il a menti par petites touches, de manière incohérente. Et puis il y avait les choses qu'il ne disait pas, les absences dans son alibi, l'égratignure qu'il feignait de ne pas remarquer. » Elle marque une pause.
Mais c'est M. Denning lui-même qui m'a raconté l'essentiel d'une certaine manière. Sa façon de vivre les gens en qui il avait confiance, sa nature méticuleuse. Il ne serait allé nulle part sans sa canne. Il fallait bien que quelqu'un la lui retire. Quelqu'un qui savait exactement où le trouver et qui craignait ce qui pourrait arriver si d'autres le faisaient aussi. Tiller soupira. J'ai encore beaucoup à apprendre. Miss Marple lui adressa un sourire chaleureux. Nous faisons tout, argent. C'est pour ça que le monde continue de tourner. Ce soir-là, alors que le village retrouve ses habitudes quoique teintées d'une ombre de solennité, Miss Marple fait une dernière promenade le long du sentier poussiéreux. L'air était chargé du parfum des haies, et le chant des grillons résonnait faiblement dans les sous-bois. C'était redevenu un endroit calme comme avant la disparition d'un homme, avant la découverte de secrets, avant la fuite d'une jeune fille effrayée, et la renaissance d'un passé en furie. Arrivée à l'endroit où les fougères piétinées avaient attiré son regard, elle s'arrêta. C'est ici qu'elle avait d'abord soupçonné que quelque chose n'allait pas. C'est ici qu'elle avait commencé à écouter non seulement ce qui se disait, mais aussi ce qui restait non dit. Et c'est ici finalement que la vérité avait commencé à se dévoiler longuement et patiemment. Derrière elle, les pas de l'agent Tiller se rapprochaient. Il marchait plus lentement que d'habitude, scrutant du regard les sous-bois, la voûte de branches. C'est un endroit paisible, Bit, dit-il. C'est difficile de croire qu'une chose aussi horrible se soit produite ici. C'est toujours comme ça, mon répondit Miss Marple. Le mal s'annonce rarement par des coups de tonnerre et des éclairs. Il arrive en murmure, par de légers changements, dans des moments où la peur l'emporte sur la conscience. Je me demande ce qui va se passer maintenant, dit-il. À Nora, ou à Madame Glenrose, à Lilian. Dorment les gens. Le village bavarde un moment, puis comme toujours tout se calmera. Elle regarda devant elle vers la courbe du sentier où il disparaissait entre deux grands ormes. Mais rien ne redevient jamais vraiment comme avant. Les gens s'en souviennent, même s'ils font semblant de pas s'en souvenir. Tiller Elle lui adressa un petit sourire ironique. Non, je tricoterai un nouveau châle. Non, et peut-être prendrai-je mon thé avec un peu plus de cognac que d'habitude. Ils marchèrent encore un peu en silence jusqu'à ce que les arbres laissent place au cimetière et aux chaumières au-delà. Alors qu'elle approchait de son portail, Miss Marple se retourna une fois de plus, jetant un dernier regard au sentier poussiéreux. Ce n'était pas qu'un sentier, murmura-t-elle. C'était un film. Et une fois effiloché, tout commença à se défaire. Mais maintenant le fil était noué. Le mystère était entier. Et le calme à sa manière était revenu. Le dimanche venu, le village de St. reprenait comme toujours le rythme de la vie rurale anglaise. Le pire du scandale avait atteint son paroxysme puis s'était atténué, laissant derrière lui le sillage des conversations feutrées et des regards échangés autour d'une tasse de thé qui en disait bien plus qu'il ne le disait. La place du village était de nouveau propre, la poste reprenait ses conversations sur les timbres et les colis d'anniversaire et la cloche au-dessus de la boulangerie tintait avec la régularité rassurante des scones frais et des tartelettes à la confiture. Mais malgré le calme apparent, les événements des 2 semaines précédentes avaient laissé des traces. Le nom de M. Denning était passé d'un murmure confus à une prononciation solennelle et respectueuse. Son corps avait été retrouvé dans le vieux puits derrière l'atelier de John 2 jours plus tôt. Une cérémonie modeste et digne avait eu lieu à laquelle n'assistent que quelques proches, et notamment Nora Bradford qui se tenait à l'écart des autres sans pleurer.
Son expression, quoique sombre, était posée. Elle avait observé Miss Marple vieillie d'une manière invisible, comme si elle avait franchi un seuil séparant l'innocence de la compréhension. Miss Marple avait pris sa place habituelle au fond de la chapelle, discrète mais toujours attentive. La cérémonie se résumait à un simple hymne, quelques mots du révérend Strode, et le son final et régulier de la cloche. Monsieur Denning avait vécu une vie de précision et de solitude. Ses funérailles dans leur sobriété en faisaient honneur. Dans les jours qui suivirent, les choses changèrent de façon subtile mais significative. Madame Glenrose, bien que peu visible en public, avait démissionné discrètement de sa présidence de la Société de protection des dames. L'affaire n'avait pas été évoquée à voix haute, mais chacun en connaissait la raison. Margaret de Glenrose avait été aux yeux de beaucoup ternie par ses fréquentations. Si personne ne l'avait accusée directement de malversation, la connaissance chuchotée de son passé avec M. Denning et de l'enveloppe qu'il avait si clairement ébranlée suffisait à la placer sous le voile d'une surveillance permanente. Son mari, le magistrat, demeurait stoïque mais commençait à se promener plus solitairement aux abords du village. Certains pensaient que la tension avait creusé un fossé subtil entre eux, même si bien sûr ils continuaient d'organiser leur dîner mensuel, même si la fréquentation était désormais réduite. Quant à Thomas de John, il attendait son procès à la prison du comté. Il serait probablement accusé d'homicide involontaire plutôt que de meurtre. Miss Marple elle-même avait discrètement parlé à l'inspecteur en chef et décrit l'incident comme une panique incontrôlée plutôt qu'une intention froide. Pourtant une vie avait été perdue et de John ne serait pas libre. Son atelier avait été condamné. Les outils qu'il avait soigneusement rangés étaient désormais enfermés derrière les vitres poussiéreuses. Et si certains villageois affirmaient qu'il serait dommage de laisser périr un bon commerce, personne ne s'était porté volontaire pour reprendre son commerce. Lillian Cartwright revient de Bodmin une semaine plus tard. Elle arriva tôt un matin escortée de sa tante, une femme sévère à la bouche pincée, et descendit du train avec une détermination tranquille. Elle portait très peu, juste une sacoche usée et un visage qui semblait plus âgé que son âge. Miss Marple était là pour l'accueillir. « Je n'étais pas sûre que tu viendrais, dit-elle gentiment. » Lillian eut un petit sourire. « Je n'en étais pas sûre non plus. » Elles s'assirent sur le banc près du quai de la gare tandis que le brouillard matinal se levait. Miss Marple ne la pressa pas de parler. Au bout d'un moment, Lillian dit « Il ne m'a pas dit ce qui s'est passé. Pas au début. Il m'a juste demandé de cacher le manteau et la canne. Il a dit que ça protégerait quelqu'un à qui il tenait. Faut puer ce unip. Mais ensuite il a commencé à parler du puits, de la chute de Monsieur Denning, du sang, de la panique. Faut peu. Je voulais croire que c'était un accident. Mais je savais que ce n'était pas bien de le cacher. Faut peu. Miss Marple hocha la tête. Faut peu. Te le fait. Je pensais l'aider. Je me suis dit que c'est peut-être ce que les gens font quand ils tiennent à quelqu'un. C'est vrai, acquis sa Miss Marple doucement. Mais ils affrontent aussi ce qui vient après. Faut peu. Te le vit. Lillian détourna les yeux retenant ses larmes. C'est dit c'est peu le pro le sma pois c'est te le pro le sma pro le spe te le pro le sma pro le sma. Miss Marple posa la main sur la sienne. Faut peu. Te le vit c'est les dit-elle. Faut peu. Te le vit c'est te le pro le spe peu le vit c'est te le pro le spe te le dit-elle. Le reste suivra. Lillian finit par reprendre son travail non pas à la maison Glenrose mais au presbytère où Madame Strode lui avait proposé une chambre et des tâches légères jusqu'à ce qu'elle décide de sa future carrière. Elle était plus calme, plus réservée, mais il y avait en elle une stabilité qu'elle n'avait pas connue auparavant. Quant à Nora Bradford, elle reprend son poste à la petite bibliothèque de près de la salle paroissiale. Elle sort les livres avec soin, s'attarde souvent sur les titres comme si elle cherchait quelque chose de caché dans leurs pages.
Miss Marple venait une fois par semaine empruntant ses romans policiers et s'enquérant gentiment de l'état des rayons de romans. Elle ne mentionnait jamais d'énigmes, mais Nora elle-même l'avait fait une fois. Il m'avait laissé un mot, dit-elle un après-midi en sortant un bout de papier jauni d'une couverture de livre usé. Je l'avais glissé dans un vieux boîtier de montre de poche que j'avais trouvé en allant nettoyer son bureau. Une seule ligne. Miss Marple accepta le papier et lut Spendis, et même l'horloge doit s'arrêter une fois. Elle le plia et le remit dans la main de Nora sans un mot. Ce soir-là, Miss Marple retourne à son cottage de Church Lane. Le feu était déjà allumé et son plateau de thé était disposé comme toujours, ses 2 morceaux de sucre, une fine tranche de gâteau aux graines et une petite cuillère en argent. Dehors, l'allumeur de réverbère passe projetant des flaques d'or sur le chemin pavé. Elle reprit son tricot, mais ses doigts restèrent immobiles. Elle fixait le foyer vacillant et laissait ses pensées vagabonder. Les événements entourant la disparition de M. Denning s'étaient déroulés lentement, comme le déroulement des délicates horloges. Il avait fallu de la patience, de l'intuition et une compréhension de la nature humaine, non seulement des grandes passions de l'amour et de la trahison, mais aussi des motivations plus subtiles, la peur du déshonneur, la douleur d'une affection inexprimée, le besoin de protéger une réputation depuis longtemps dépassée. Elle avait appris depuis longtemps que la criminalité dans un village était rarement l'affaire de criminels intelligents. Il s'agissait le plus souvent de gens ordinaires empêtrés dans le poids de leurs choix, tentant de préserver ce qu'ils estiment précieux pour finalement découvrir que le prix du silence était plus élevé que celui de la vérité. Dehors, le sentier poussiéreux n'était plus qu'un sentier entre les ronces et les arbres. Les enfants l'empruntent pour aller à l'école. Les amoureux s'y promenaient au crépuscule. La tragédie qui l'avait souillé persistait, s'estompant, mais comme tout à Saint-Petrov, elle s'enfonçait dans la mémoire. Miss Marple prend sa première gorgée de thé et sourit faiblement. Le mal, pensa-t-elle, n'est pas toujours évident. Parfois il se manifeste par un pantalon poli et une poignée de main ferme. Parfois ce n'est rien de plus qu'un instant de peur cristallisé en action. Mais la bonté, elle aussi, est silencieuse. Elle vit dans la jeune fille qui parle enfin, dans l'agent de police qui écoute, dans le voisin qui observe non par suspicion mais par sollicitude. Elle reprit enfin son tricot et reprit ses mailles, chaque boucle étant une affirmation silencieuse. Finalement la vérité avait gâté. Et même si aucune justice ne pouvait ramener M. Denning à la vie, il était réconfortant de savoir que sa dernière démarche, aussi tardive soit-elle, n'était pas restée sans réponse. Dehors, le vent agitait les haies, et le village de Saint-Petrov, avec tous ses secrets et ses silences, dormait à nouveau sous les étoiles.